Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Vaquier. Bienvenue sur les héros de la vente, le podcast à écouter pour devenir le meilleur vendeur de votre boîte. Nous allons, grâce à des invités exceptionnels, analyser les bonnes pratiques pour exceller dans cette discipline si particulière qu'est la vente. Ce podcast est un projet soutenu par l'entreprise Vyfe, V-Y-F-E, éditeur d'applications de vidéo training pour former et entraîner les commerciaux grâce à la vidéo. Avant d'écouter notre invité, je vous invite à consulter les derniers livres blancs que notre équipe a produits pour vous. L'un est sur la formation des commerciaux et l'autre est sur les meilleurs outils pour exploser vos ventes. Vous trouverez ces livres blancs en téléchargement gratuit sur notre site internet vyfe.fr. Bonne lecture et bonne écoute. Bonjour à tous, un nouvel épisode des héros de la vente aujourd'hui avec Yann Lenen. Bonjour. Bonjour Yann. Salut. Alors on va parler du copywriting, je le dis bien. Ouais, on peut faire aussi copywriting si on veut parler américaine, mais on le dit comme on veut à la française. D'accord Yann. Avant tout, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je suis consultant en marketing digital depuis 3 ans maintenant, donc je suis indépendant. J'ai eu une agence de prospection B2B auparavant et aujourd'hui j'accompagne et je forme des entrepreneurs, principalement des indépendants, des consultants, des coachs, mais aussi des commerciaux. Super. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tu as un blog, c'est ça ? Une newsletter ? Oui, alors j'écris un email par jour pour justement aider les entrepreneurs à décrocher plus de contrats en B2B et je crée du contenu un peu à droite à gauche aussi, sur YouTube notamment, sur LinkedIn. Je suis assez régulier, ça fait 3 ans que je crée du contenu très très régulièrement pour aider justement en B2B. Voilà. Très bien. Alors moi je t'ai connu parce que tout simplement j'ai un collègue qui m'a dit il faut que tu ailles voir son blog. Il y a du contenu très intéressant. Je me suis abonné à ta newsletter. Tu te fais spammer tous les jours, c'est ça ? C'est ça, j'ai trouvé ça assez incroyable. Tu envoies une newsletter par jour. Ouais, c'est une gymnastique. Ouais. Alors tu peux nous expliquer pourquoi tu fais ça et puis comment tu arrives à avoir un taux de rétention qui fait que les gens restent abonnés à ta newsletter et ça nous permettra d'introduire le sujet du copywriting dans la vente. Alors moi je crois déjà beaucoup à la relation en B2B, c'est-à-dire que moi les gens qui me suivent souvent c'est il y en a qui me suivent depuis le début, depuis même 3 ans et certains sont d'ailleurs des clients très réguliers et finalement ce sont des personnes qui veulent se former au quotidien, qui sont prêtes à remettre en cause leur façon de faire, etc. Donc elles ne sont pas dérangées du tout par le fait de recevoir un email par jour. C'est clairement pas pour tout le monde. Mais du coup, un email par jour, ça permet de transmettre ce que j'ai à transmettre le plus régulièrement possible, je pense, parce que c'est au-delà de questions techniques et de questions tactiques, etc., je pense qu'il y a beaucoup d'état d'esprit dans la prospection B2B, c'est-à-dire qu'il faut avoir la bonne approche. Moi, j'enseigne une approche très inspirée finalement du monde des startups. En fait, moi, j'ai été formé par l'incubateur. Enfin, ils se prétendent pas incubateur, mais de Family. Donc, j'ai appliqué beaucoup de techniques marketing du monde des startups au B2B et c'est toute mon approche. Donc, je pense qu'il y a tout un état d'esprit à avoir pour bien prospecter en fait en tant qu'entrepreneur. Très bien. Pourquoi, selon toi, ce sujet, le copywriting, c'est très important quand on vend un produit, un service, quand on vend quelque chose ? En fait, je me suis rendu compte que souvent, les gens s'en remettent aux outils. Ils cherchent l'outil magique, l'outil ultime qui va leur permettre de décrocher le contrat, etc. Il y a des outils fabuleux, il y en a qui te permettent de gagner des heures et des heures, mais souvent, il y a un gros manque à la base, et notamment dans la présentation de son service. On parle de proposition de valeur dans le monde dans le marketing. En fait, c'est la promesse, en gros, qu'on veut mettre en avant. Les indépendants, souvent, ils n'ont pas de promesse claire, précise en fait à diffuser auprès de leurs prospects, et c'est vraiment ça qui pose problème. C'est-à-dire que si on promet quelque chose à quelqu'un qui n'en a absolument rien à faire, ça va pas marcher, on va rien réussir à vendre. Donc il faut vraiment bien choisir ses mots, utiliser les bons leviers psychologiques, appuyer sur les vraies douleurs des prospects, et ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'indépendants notamment, qui n'ont pas forcément conscience de la nécessité d'appuyer sur des douleurs, et on peut en parler des heures, mais c'est vrai que les mots, en fait, s'ils sont bien choisis, la personne en face va se dire « Ah tiens, ça me parle ». En fait, l'objectif, c'est vraiment
de provoquer cette réaction en face qu'on prospecte par email, sur LinkedIn, peu importe. L'idée, c'est d'utiliser le mot qui va faire, ou les mots en général, qui vont faire que la personne en face va se dire « Ah, c'est la personne qu'il me faut pour régler mon problème ». Et voilà, je me suis rendu compte que finalement, je vais faire un raccourci, mais très peu d'entrepreneurs savent vraiment écrire. Quand je parle d'écrire, c'est écrire pour vendre, parce qu'évidemment tout le monde sait écrire, mais on peut même remonter à plus loin que ça. Souvent, par exemple en lettres de motivation pour les étudiants, souvent ils ne savent pas les écrire parce qu'ils n'appuient pas sur les bonnes choses, ils parlent d'eux constamment, et ça c'est un vrai souci. Ouais, finalement, entrepreneur, vendeur, la qualité d'écriture, la capacité de rédaction, de rédiger, ça devient... où c'est demandé, ça devient une qualité hyper importante. Et peut-être qu'on n'insiste pas assez dans le recrutement des commerciaux sur est-ce que cette personne sait bien rédiger, parce que finalement, la personne va être amenée à écrire des mails, des posts de blog, des choses comme ça, et ça devient hyper fondamental. En fait, on a l'image, je pense, du commercial qui va baratiner. Enfin, en tout cas, dans le grand public, c'est un peu l'image qu'on a. Et je sais pas, je connais pas assez je connais le domaine de la vente, mais c'est-à-dire que les commerciaux, moi, je côtoie plutôt des indépendants. Mais c'est vrai que souvent, on a cette image du commercial qui va parler, qui va dire voilà ce qu'on a à offrir, voici ce qu'on propose. En réalité, aujourd'hui, on est dans une époque où les gens veulent être entendus. Et quoi de mieux que d'utiliser les mots et d'écrire au mieux la douleur du prospect, du client potentiel, pour transmettre l'idée qu'on comprend bien son prospect. Enfin, les mots sont super importants pour ça. Et en fait, au-delà de chercher à vendre, notamment par email, souvent, comme moi, quand je reçois des emails de prospection, même de start-up en tout genre, les gens m'envoient des pavés énormes alors qu'on ne se connaît pas. Le choix des mots est important. En fait, c'est-à-dire qu'il faut vraiment peser chaque mot. Moi, quand j'étais en agence de publicité, j'étais créatif publicitaire auparavant, j'étais concepteur-rédacteur dans le groupe Havas. J'ai bossé des accroches des centaines et des centaines de fois, et je me suis rendu compte à ce moment-là en fait, que chaque mot avait son importance. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on prend assez en compte quand on prospecte. Et parfois, il vaut mieux 3 lignes ultra précises qui appuient pile sur le truc qu'il faut qu'un énorme pavé. Enfin, moi... si j'ai pas le problème que la personne décrit en face, ou que le service du commercial, que le service du commercial peut régler, je vais pas répondre, peu importe les mots. Donc il y a ce minimum là. Il faut avoir déjà le problème, il faut avoir identifié un bon problème, et ensuite bien le décrire. Et une fois qu'on a ça, on peut aller plus loin. Ouais, exactement. Alors on va par exemple prendre le mail. Donc aujourd'hui dans la prospection, forcément le mail c'est un des outils les plus utilisés. C'est assez contre-intuitif finalement trouver des gens, intéresser des gens par mail. Parfois, quand on utilise des objets farfelus, des choses comme ça, on a un taux de réponse plus élevé. Est-ce que toi, là-dessus, tu as observé des choses dans ton mailing alors, ça peut être du mail manuel ou du mail plus de type newsletter. Est-ce que tu as observé des taux d'ouverture plus importants quand tu utilisais telle ou telle pratique ? Oui, c'est-à-dire que de manière générale, quand on utilise des objets d'email qui attisent la curiosité, forcément la personne a envie d'ouvrir. Après, c'est pas parce qu'on a une ouverture que ça va aller plus loin. Oui. Il faut pas chercher en fait à juste faire ouvrir l'email. Faut que ce soit cohérent entre les deux, quoi. Faut qu'il y ait un call to action à un moment donné. Ouais. Et puis si tu parles des aliens dans ton objet d'email et que ça n'a rien à voir avec la choucroute après. Enfin voilà, donc c'est facile de faire ouvrir un email. On peut jouer sur la curiosité et tout. Maintenant derrière, il faut que ce soit complémentaire. Enfin, il faut que le corps de l'email réponde à l'objet. Et puis voilà, que c'est une progression en fait, tout ça. On passe, il y a l'objet d'abord qui va faire qu'on va ouvrir. Ensuite, il y a le corps de l'email. Moi, je recommande toujours d'abord de poser des questions plutôt que de vendre quoi que ce soit. Ne jamais vendre dans le premier email. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'approche que j'ai. Parce qu'on ne se connaît pas. Enfin, pourquoi ? À moins que je sois, tu vois, je sais pas, dans une position extrêmement compliquée, j'ai absolument besoin d'un service où là, je vais répondre à la personne qui va tenter de me vendre son truc directement par email. Mais la plupart du temps, il faut créer une relation. Décrire les bénéfices d'un produit, d'un service dans un email,
dans un premier email, c'est très bien. Ça, déjà, on fait, voilà, si ces bénéfices sont intéressants pour le prospect, on fait quelque chose déjà de bien par rapport à la grande majorité des entrepreneurs et des commerciaux. Mais voilà, il faut simplement, faut pas s'arrêter à ça. Il faut créer une vraie relation en fait. Et ça passe notamment par le fait de poser des questions et de montrer qu'on est réellement intéressé par la personne en face. En fait, il faut ralentir. Aujourd'hui, on est dans une époque où on a envie de vendre au plus vite. Les commerciaux ont des objectifs, voilà, on leur dit il faut que tu atteignes tel objectif, etc. Et en fait, le truc très étonnant et en même temps super intéressant, c'est que pour vendre aujourd'hui, il faut ralentir, il faut aller de moins en moins vite. Ouais, c'est marrant parce que hier, je regardais une vidéo, tu as cité tout à l'heure The Family, donc je regardais une vidéo de leur entre guillemets, gourou, il va pas aimer ça s'il entend ça, Oussama Ammar, et il expliquait une image un peu de quand tu veux attirer un écureuil, tu lui donnes du pain, et si à la première bouchée de pain, tu sautes à côté en disant je veux te caresser, l'écureuil va fuir. Et en fait, il faut l'amadouer entre guillemets avec plusieurs bouchées de pain avant peut-être d'avoir une interaction avec cet écureuil. C'est une interaction, je m'entends bien. Donc c'est un peu pareil dans la vente. Désolé pour cette image, ceux qui n'ont pas compris. Mais il ne faut pas être trop brutal et bourrin donc le copywriting, puisque c'est notre sujet. Et arriver en disant on est les meilleurs, on veut vous vendre ça. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Ça marche pas. Enfin, peut-être que ça a marché à une époque. Maintenant, c'est très compliqué. Il faut savoir un truc, c'est que les gens sont aussi sursollicités. On a des notifications à gogo. Enfin, c'est vraiment c'est très difficile aujourd'hui de se concentrer. Donc en fait, quand on arrive dans la boîte mail ou dans la messagerie LinkedIn de quelqu'un, il faut savoir qu'on est en compétition avec énormément de gens. Donc, moi, je reçois aujourd'hui, je reçois plein d'emails. J'aurais jamais imaginé d'ailleurs ça, parce que c'est marrant, parce que finalement, moi, je suis indépendant, voilà. Mais je reçois beaucoup d'emails et je peux voir les mauvaises pratiques. Enfin, c'est hallucinant. Donc, et j'y réponds même plus. Avant, j'y répondais en disant merci, je suis pas intéressé. Mais aujourd'hui, et c'est drôle parce que j'ai beau dire justement dans mes contenus qu'il faut pas faire ça et tout, les gens en fait, ils s'entêtent et ils font du volume. En fait, le problème, c'est qu'on se dit, au bout d'un moment, il y a bien quelqu'un qui va répondre. Il y a bien quelqu'un qui va mordre. C'est la stratégie de la bouteille à la mer, quoi. Elle va bien trouver preneur, en fait. Ouais. Et ça peut être enfin, moi, j'ai mis ça en place assez récemment. C'est que, bien sûr, quand on est commercial, on va utiliser des outils de mailing, donc d'être plutôt sur la quantité. Et en fait, moi, je demande à mes commerciaux maintenant d'être tous les jours, d'envoyer par exemple une dizaine de mails manuels, très copyrighté justement, où on s'adresse vraiment à la personne en ayant analysé ce qu'elle a fait avant, etc. Et ça donne des résultats. Hein. Oui, c'est sûr que ça prend plus de temps, mais ça peut être beaucoup plus payant à terme. Alors, évidemment, ça va dépendre des boîtes, ça va dépendre de l'échelle à laquelle on veut prospecter et tout. Mais au début, moi, je pense que c'est super important, surtout au début, quand on n'a pas beaucoup de résultats dans la vente de manière générale ou quand on débute. Je pense que c'est vraiment important de faire des tests d'abord, d'envoyer des messages différents, des A/B tests, si on parle comme des marketeurs. C'est-à-dire que voilà, on va tester une première accroche, enfin un objet d'email A et on va le comparer à un objet d'email B, on va comparer sinon un corps d'email A avec un corps d'email B et en fait voir ce qui résonne chez la personne en face. Le problème, moi, c'est qu'il y a plein de gens qui me disent est-ce que tu crois que tel message va fonctionner et tout. Moi, je ne suis pas devin, mais tout ce que je réponds à chaque fois, c'est test. Et il faut le faire à un certain volume. Et une fois qu'on a pu voir que tel message résonnait chez la personne en face, qu'on a appuyé sur le bon truc, là, pour le coup, on peut scaler, on peut faire ça à plus grand volume et automatiser si nécessaire. Mais ça ne sert à rien de se ruer sur les outils d'automatisation si le message ne fonctionne pas, si les mots qu'on envoie ne fonctionnent pas. C'est un peu comme si on mettait au volant, les outils d'automatisation, c'est un peu comme si on mettait au volant d'une Ferrari quelqu'un qui n'a pas le permis. Il n'a pas le permis, il n'est pas compétent, il ne va pas aller vite, quoi. Donc, les outils d'automatisation et tout, c'est très bien pour aller vite. Maintenant, il faut savoir s'en servir, il faut avoir des bases, il faut avoir des... Je ne parle pas de compétences parce qu'on peut être un commercial compétent, mais passer à côté de ce dont le prospect a envie, ce dont il a besoin surtout. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'en général, je recommande vraiment
de tester, de faire ça à la mano. C'est pas très sexy. C'est un peu, voilà, il faut mettre les mains dans la boue un petit peu, mais voilà, faut le faire. Et ensuite, on peut chercher à automatiser. Et parfois, en changeant vraiment un tout petit mot, un tout petit bout de phrase, ça peut grandement changer les résultats, quoi. Ouais, c'est le fameux test and learn. Je suis désolé pour les anglicismes, mais c'est vrai qu'on en fait de temps en temps. Et l'A/B testing dans l'email, effectivement, il faut quand même se rendre compte qu'il faut faire beaucoup d'emails manuels pour A/B tester. Hein. On parle de centaines d'emails c'est pas en A/B testant sur 10 personnes que vous allez avoir vos résultats. Il faut le faire sur un volume assez important d'emails. Et ça, les gens ne sont pas forcément prêts à le faire. C'est ça qui est dommage. Et pourtant, c'est tellement, tu gagnes tellement à terme en fait, à faire ça. Il y a un truc, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à. On emploie un peu des termes de start-up. En fait, l'avantage d'un logiciel, par exemple un commercial qui vend un SaaS, ou du logiciel, peu importe, un produit en fait, il a un gros avantage, c'est qu'il n'a pas le syndrome du « je m'adapte à vos besoins ». Moi, je travaille avec des indépendants, des entrepreneurs qui vendent leurs services, et souvent, ils se disent pour récupérer un maximum de prospects, je vais dire que je m'adapte à leurs besoins. Mais en fait, ça ne veut rien dire parce que parfois, les personnes en face ne savent pas qu'elles ont besoin, elles ne savent pas de quoi elles ont besoin, quoi. Et du coup, ce qui est intéressant quand on vend un produit, c'est qu'on est borné finalement, mais c'est une bonne chose parce qu'on doit explorer les bénéfices du produit et en quoi est-ce qu'il est utile, mais on a quand même un cadre un peu plus limitant, mais ce qui est encore une fois une très bonne chose, contrairement à un graphiste ou à un développeur qui va dire voilà, je peux coder, je suis codeur, je suis graphiste, tout ça, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment... et ça, c'est pour ça que, en général, je dis aux indépendants de penser comme des startups. Vous n'êtes pas des prestataires de services, vous ne vous adaptez pas aux besoins de vos clients. Il faut que vous identifiez pour eux leurs besoins. Et c'est comme ça que vous allez faire mouche avec vos mots, si vous décrivez bien ce besoin-là. Ouais, d'ailleurs, c'était l'objet de ta newsletter de ce matin, je crois. Ouais, c'est possible. Ouais, ou d'hier. C'est possible, je les envoie un email un jour à l'avance, donc je ne me rappelle plus du coup, je ne l'ai pas regardé. Parce que du coup, ce que tu me dis, j'ai l'impression de l'avoir lu ce matin. c'est les trucs que je matraque en fait dans ma newsletter, mais c'est tellement important. Et mais oui, je pense que tu as raison, c'est ça. Ouais. Il faut penser comme une start-up, comme si on vendait un produit en fait. C'est la productisation. Je ne vais pas utiliser d'anglicisme et de néologisme, mais on parle de services productisés, si je traduis de l'anglais. En fait, c'est une technique qui consiste à transformer son service en produit pour le vendre plus facilement à des prospects, parce que quand on pense produit, on pense directement un seul bénéfice, on pense à un bénéfice, et c'est beaucoup plus facile de vendre quand on a un bénéfice en tête que le fameux « je m'adapte à vos besoins, je peux vous aider dans vos conversions sur ceci, cela, je peux vous aider à générer plus de chiffre d'affaires ». Enfin, voilà, en tout cas, c'est ce que je recommande en général, cette approche très start-up. Ouais, et ce que tu dis, ça rejoint aussi un des premiers conseils du bouquin d'Aaron Ross, From Impossible to Inevitable. On en a parlé un peu dans le dernier épisode avec Jean de la Roche-Brochard. En gros, un des premiers conseils aussi, c'est de trouver sa niche. Ouais, bien sûr. Et quand tu dis, effectivement, les agences de services veulent grappiller tout ce qui est possible sur le marché, ça, c'est pas forcément une bonne pratique parce que tu te disperses et tu n'as plus du tout de valeur ajoutée par rapport à tes concurrents. Alors que si tu es une agence qui se consacre par exemple aux avocats, eh ben, tu seras identifié, tous les avocats vont pouvoir t'appeler. C'est marrant que tu parles d'avocats parce que moi c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait de la prospection B2B pour des avocats avec mon agence il y a quelques temps et ça a cartonné. Et simplement parce que je me présentais. En fait, c'est ça qui est super intéressant quand on fait du service notamment, et même au-delà du service, c'est qu'on peut modifier les mots. Et je me présentais comme une agence de prospection B2B pour avocats. Mais je pouvais très bien dire que c'était aussi pour, je sais pas, pour SaaS. Je pouvais aussi très bien dire que c'était pour les experts comptables si j'avais envie. Je sais pas s'il y a un besoin, mais aussi sans doute. Enfin, tu vois, et ça, cette spécialisation, cette notion-là, elle est super importante, mais dans tous les domaines. Encore une fois, quand tu vends un produit spécifique, c'est facile, tu n'as pas ce boulot-là à faire. Mais quand tu es dans le service, moi, c'est un peu mon combat en réalité, parce que ça fait depuis pas mal de temps que je parle de spécialisation de niche. Tout le monde ne veut pas forcément l'entendre, mais les agences 360, il y en a beaucoup qui viennent me voir après plusieurs années. Elles ont réussi à grossir grâce à leur réseau, grâce aux bouche à oreille, mais à un moment, elles atteignent un plateau parce qu'elles ne savent pas prospecter. Elles ont grossi uniquement
grâce à leur réseau. Et à un moment, le bouche à oreille, tu ne le maîtrises pas, c'est pas quelque chose que tu maîtrises. Donc elles me disent comment est-ce qu'on fait. Et la première chose que je leur dis, c'est maintenant, il va falloir choisir un angle, quoi. Va falloir choisir un message à mettre en avant. Et souvent, elles ne sont pas prêtes à le faire parce elles sont trop engagées dans une direction et c'est très difficile de revenir un petit peu sur son positionnement et tout. Voilà, on n'a pas envie, il y a une vraie douleur à ça. Et pourtant, c'est ce qui permettrait, dans certains cas, à beaucoup de business de décrocher beaucoup plus de contrats, quoi. Ouais, l'idée, c'est de trouver l'équation de vente idéale, c'est-à-dire avec le cycle de vente le plus court pour vous et le plus facile, qui génère le plus aussi d'argent. Hein. Oui, bien sûr. Et ça, c'est jamais facile parce que forcément, si vous avez été généraliste, à un moment donné, dans votre portefeuille de clients, vous avez des clients d'autres marchés et vous allez peut-être devoir fermer la porte à ce marché. Tu sais, il y a beaucoup trop de boîtes qui ne font pas cet effort-là. Et aujourd'hui, il y a une énorme concurrence. Du coup, si on n'est pas spécialisé, c'est compliqué. Soit on a un énorme réseau, soit on se brade. Donc c'est un choix. Et les grosses boîtes aujourd'hui qui cartonnent, par exemple, prenons Facebook ou d'autres boîtes, elles ont commencé en étant très spécialisées. Hein. Facebook, c'était pour les universités américaines de la Ivy League. Donc les grandes universités, et avant de dominer le monde, ils étaient sur ce créneau-là. Hein. Ouais, mais choisir, c'est renoncer, on n'a pas envie de renoncer, c'est toujours le même problème, et il y a vraiment des gens qui ne veulent pas l'entendre, et c'est vraiment dommage, parce que moi, il y a beaucoup de boîtes, enfin je suis persuadé aujourd'hui, alors je ne veux pas jouer à Nostradamus, mais c'est-à-dire que je pense que d'ici quelques années, il y a pas mal de boîtes qui vont se planter à cause de ça, parce qu'elles seront restées, en fait c'est un problème un peu, tu vois, la forme d'un sablier. C'est-à-dire que tout en haut, tu as les très gros qui peuvent être généralistes, tout en bas, tu as les très spécialisés qui s'en sortent très bien, mais ceux qui sont au milieu, ceux qui sont, qui sont entre la spécialisation et un peu généraliste, enfin voilà, les agences 360, si je parle du milieu des agences de communication, même les avocats généralistes. Moi, je cherche un avocat actuellement sur un sujet précis, je cherche un spécialiste, je ne veux pas de généraliste parce que je sais exactement ce que je veux. Donc, il y a tous ceux qui sont entre les deux parties du sablier vont avoir un gros problème. Faut faire la bascule en fait. Soit on grossit très très vite et on se débrouille, peu importe comment, soit on se spécialise et c'est quand même beaucoup plus facile de se spécialiser pour ça, quoi. Ouais. Bon, on a un peu dévié du sujet copywriting, on va y revenir. Est-ce que tu peux nous donner quelques tips pour être un bon copywriter, pour écrire des bons messages, que ce soit sur mail, LinkedIn, blog, newsletter, même si là je te demande d'être généraliste. Mais mais c'est un peu ce que je disais, c'est que je pense qu'il n'y a pas de règle. Alors la pratique, ça c'est un peu bidon comme réponse, mais je pense qu'il faut écrire et remettre en cause chaque mot. C'est-à-dire que moi c'est quasiment de l'obsession sur chacun des mots que j'utilise. Et d'ailleurs c'est un peu un problème actuellement quand j'envoie mes newsletters, je revois beaucoup à chaque fois les mots que j'utilise. Il faut constamment penser à la réaction que la personne va avoir en face. Mais tout ça n'est rien sans bonne compréhension de sa cible. Et souvent, on croit qu'on la comprend, qu'on connaît ses douleurs et tout, et c'est une grosse erreur. Moi-même, je croyais à un moment que ma cible avait des problèmes dans tel domaine. En fait, pas du tout. Et du coup, il faut constamment réajuster. Et on a une tendance naturelle à partir à droite à gauche, à vouloir parler de ce dont on a envie. Et en fait, c'est pas ça qu'il faut. Et c'est pour ça que, alors il y a des bouquins qu'on peut citer. Moi, How to Write Copy That Sells de Ray Edwards, par exemple. Il y a The Ultimate Sales Letter de Dan Kennedy, qui est décédé il y a pas longtemps d'ailleurs, qui était un grand copywriter. Il y a beaucoup de bouquins, mais ils sont principalement en anglais. Donc en fait, c'est vraiment de la pratique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est de la pratique, mais se dire, voilà, quand j'envoie un message LinkedIn, pourquoi est-ce que la personne en face m'accorderait de l'importance en fait. Pourquoi est-ce qu'elle me répondrait c'est sûr que si je viens avec un message commercial, dès le début, ça ne va pas marcher. Donc il faut, pour bien vendre, en fait, il ne faut pas chercher à vendre. En fait, c'est un peu particulier, mais pour bien écrire pour vendre, en fait, c'est écrire pour créer une relation. C'est pour ça que je fais une newsletter quotidienne. Tu vois, c'est pour ça que je suis conscient qu'il faut créer une relation. Quand tu approches quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam, tu vas pas lui vendre un truc dès le début. Et il faut vraiment savoir quelle est son obsession du moment. Si tu proposes de l'eau à quelqu'un qui est dans le désert, qui meurt de soif, il va tout de suite te répondre. C'est exactement la réaction que tu cherches à produire. Mais il n'y a pas de règle particulière. Moi, quand j'étais en agence, encore une fois, je réécrivais des centaines et des centaines de fois les messages, mais il y a beaucoup de subjectivité dans tout ça. Le moyen, je pense, d'arbitrer, de savoir si tel message marche ou pas, c'est les réponses. C'est tout. En fait, il n'y a pas de... Tu vois, un bon copywriter, c'est quelqu'un qui arrive à susciter des réponses et bien évidemment
réussir à vendre grâce à ce aux emails qu'il envoie, aux messages LinkedIn qu'il envoie. Et tant qu'on n'y arrive pas, il faut recommencer et revoir ces messages. Et même demander concrètement pourquoi est-ce que vous n'êtes pas intéressé par ça. Faut récolter des feedbacks. Mais moi, je mélange vraiment justement c'est de la psychologie pure, quoi. Ouais, ça peut être une bonne pratique aussi si vous attaquez une nouvelle cible, que j'ai lu aussi dans le bouquin que j'ai cité tout à l'heure, d'Aaron Ross. Vous attaquez une nouvelle cible avant de rentrer dans le dur de la prospection, etc. Alors, je sais que c'est pas facile, mais essayez d'interviewer 20 personnes qui sont votre cible. Et c'est en les interviewant que vous allez comprendre c'est quoi leur douleur principale. Et c'est ça qui va vous donner du fuel à votre prospection, à vos arguments et à votre copywriting, etc. Et c'est vrai que souvent, quand on crée une boîte ou un produit, on va pas assez à l'encontre de ses futurs clients, ses futurs utilisateurs. Et de la même manière, quand on est embauché comme commercial, peut-être qu'un des premiers jobs à faire, c'est de parler à des clients existants de l'entreprise. C'est marrant parce que quand j'étais en agence, une fois, il y avait un directeur de création qui m'avait dit, en agence de pub, qui m'avait dit à l'époque, les créatifs, donc les concepteurs-rédacteurs, notamment ceux qui écrivaient les slogans, alors on n'utilise pas le terme slogan dans la pub, on parle d'accroche et de signature, mais souvent les créatifs en fait utilisaient les produits, ils avaient les voitures à disposition, etc. Ils s'imprégnaient du produit pour pouvoir mieux le vendre aussi. Donc je pense qu'il faut, en plus de comprendre sa cible, il faut vraiment comprendre son produit. Et ça, encore une fois, il y a beaucoup, je pense, de personnes qui ne connaissent pas bien le produit. Tu ne peux pas vendre un produit que tu n'as jamais utilisé. Et pour te prendre mon exemple, vu que c'est celui que je connais le mieux, je m'adresse à des freelances, à des consultants qui cherchent des clients. Et pourquoi est-ce que j'arrive à appuyer sur les bons leviers psychologiques, à leur parler avec leurs propres termes et tout? C'est parce que j'ai moi-même été dans cette situation-là. Donc, quand tu es commercial, tu ne vas pas forcément vendre un produit que tu adores, que tu penses forcément nécessaire. Mais je pense que c'est important quand même de bosser pour une boîte dans laquelle on croit et dont on aime le produit, parce que sinon, on va forcément avoir on va moins être capable de le vendre derrière et moins être capable de comprendre à quoi il sert et la cible, quoi. Ouais, on a parlé dans un épisode qui s'appelle l'onboarding du commercial, donc c'était avec Jean-Bernard Mélé d'Eldo Travaux. Lui, dès le deuxième jour, il demande à ses ses recrues, le soir, de faire un petit devoir, c'est de penser au pourquoi, au why, le fameux de Simon Sinek, et de penser pourquoi je vais faire ce job, c'est quoi mon moteur, c'est quoi ce qui me motive dans mon job. Donc ça rejoint un peu ça. Ouais, c'est ça. Si tu ne comprends pas la raison, si tu ne comprends pas, si tu n'es pas connecté à cette raison-là, ça va être très compliqué de la faire comprendre à quelqu'un d'autre, quoi. C'est simple que ça. Tout à l'heure, tu as cité 2 bouquins. Est-ce que tu en as d'autres, des bouquins à conseiller? Alors après, il y a Gary Alberts, The Boron Letters, qui est très bien. Après, il y en a tout un tas, là, j'en ai pas forcément d'autres en tête, mais tu as ça aussi, ouais. Les bouquins, je ne me rappelle plus des noms, mais de Eugene Schwartz, qui notamment Breakthrough Advertising, si je me trompe pas, j'espère que c'est de lui, j'espère de ne pas faire d'erreur, je crois que c'est ça. Ouais. Mais voilà, ouais. Après ils sont tous en anglais. Après et c'est aussi, certains sont datés. C'est aussi ça le truc, c'est que faut vraiment prendre conscience. Ça, on l'a peut-être pas forcément assez dit, mais on est à une époque digitale, les réseaux sociaux, tout ça. Donc forcément, ça a quand même grandement impacté. Ce qu'il était possible de faire hier n'est plus forcément possible aujourd'hui. Encore une fois, c'est pour ça que je mets constamment l'accent sur être appuyé sur une douleur. Et ce dont je voulais te parler aussi, c'est le côté vitamine antidouleur. Moi, je fais une distinction entre un produit ou un service vitamine et un produit et un service antidouleur. Un produit vitamine, c'est un produit qui va améliorer la situation d'un client. Ça va un peu l'upgrader, si je parle si je parle en franglais. Mais c'est accessoire. C'est pas essentiel. L'antidouleur, le produit antidouleur ou le service antidouleur, il va vraiment éteindre l'incendie. Moi, j'ai bossé avec notamment des consultants dans l'IT. Cette approche-là, dans l'IT, il y a tout un tas de problèmes liés au management des projets IT et tout. Et ils ont constamment l'incendie dans la boîte. Hein. C'est une bonne image, je trouve. Et j'avais aidé justement un client à moi à se placer en tant que pompier.
voilà, il aide les DSI, les directeurs des systèmes informatiques, à redresser leur projet IT en difficulté. Bah, grâce à ça, il a décroché des contrats énormissimes sur LinkedIn, et on parle de plus de 100 000 euros. Donc c'est possible à partir du moment où on a un antidouleur. Mais dans le copywriting, il faut faire passer cette idée-là. Enfin, il ne faut pas d'abord parler de voilà, vous avez tel problème, achetez mon produit. Non, il faut poser des questions. Et une fois qu'on a bien identifié que la personne a telle douleur, là on peut passer au stade supérieur. Mais ça sert à rien de chercher à vendre quoi que ce soit si on se rend compte que la personne est elle est un peu intéressée, mais ça va pas changer sa vie, quoi. Ouais, alors c'est marrant cette distinction produit, vitamine, antidouleur. Et c'est vrai qu'on peut parfois avoir un produit qui sur un certain type de marché est un nice to have, c'est-à-dire que les gens, oui, ça peut améliorer quelque chose, mais bon, s'ils le prennent pas, c'est pas grave. Ouais. Et en fait, il faut, pour trouver l'équation de vente idéale, il faut ne pas hésiter à changer de marché, donc de spécialisation. Ouais. Et ça, des fois, on n'en a pas conscience. On a fait des ventes sur un marché parce que les gens, c'était désolé encore pour le jargon anglais, des early adopters. Et ils ont pris le produit et donc on se dit c'est mon marché, alors qu'en fait c'est une généralité, en fait non. Ouais. En fait, à côté, il y a tout un marché qu'on ne connaît pas et où notre produit pourrait se vendre comme des petits pains parce que ça a éteint un incendie. Et d'où la nécessité d'ailleurs de faire du volume quand on confronte son offre au marché, parce que si on confronte son offre à 10 personnes et qu'on se dit tiens, elles ont l'air d'apprécier, d'avoir ce problème, on pense avoir identifié tel problème, on peut vite déchanter quand on se rend compte, en allant un peu plus loin, en essayant de parler à 50, 100, 200, 300 personnes, que finalement ce petit échantillon qu'on avait n'était pas suffisant et qu'on est complètement à côté de la plaque, quoi. Mais le problème aussi, c'est que les commerciaux, quand on est entrepreneur, quand on est business owner, si on continue en franglais, pour le coup, on peut être plus agile. Pour encore employer un terme très start-up, on peut être plus agile, on a cette liberté de changer de positionnement, voire de cible dans certains cas. Quand on est commercial et qu'on vend le produit d'une boîte qui est parfois assez importante, on n'a pas cette liberté-là. Ouais. Alors là, pour le coup, c'est plutôt aux directeurs commerciaux et marketing d'être ouverts à ce genre d'échanges, de discussions, et de réorienter, en fonction des retours du marché, encore une fois, de réorienter certaines stratégies. Mais c'est vrai que si les commerciaux se heurtent à un mur, c'est pas eux qui vont pouvoir changer en général le produit ou le service à vendre. Et dans ce cas-là, peu importe le copywriting, tu peux avoir le meilleur copywriting du monde, la meilleure stratégie, les meilleures techniques de growth hacking, etc. Si encore une fois ça ne résonne pas, tu peux rien faire, quoi. Et tes mauvais résultats en tant que commerciaux, c'est pas de ta faute, en fait. Si on veut déresponsabiliser un petit peu certains. Et oui, bien sûr. Effectivement, moi ça m'est arrivé de vendre un produit pour une entreprise sur un marché donné, de m'apercevoir qu'il y avait un autre marché qui pouvait être aussi très intéressé par notre produit, et l'entreprise en question m'a dit non, tu vas surtout pas sur cet autre marché, c'est pas notre stratégie, notre volonté. Du coup j'ai quitté cette boîte pour créer la mienne. Mais donc bien sûr, effectivement, on n'a pas toujours les mains libres là-dessus. Sur le copywriting, est-ce que tu as d'autres choses auxquelles tu penses qu'on n'aurait pas abordées Là, comme ça, non, à part pratiquer, quoi, à part envoyer des emails. Et voilà, moi, encore une fois, je pense il ne faut pas trop se poser de questions, il faut y aller, faut tester. Moi, il n'y a rien de magique, en fait, dans tout ça. Oui. Il n'y a rien de magique. On peut te donner des templates, des modèles, des scripts, etc. Moi, j'en donne notamment sur mon site et tout. Mais il y a un moment, il faut toujours adapter en fonction de son marché. Et il n'y a pas de secret. Celui qui voudra faire croire qu'il y a un secret en copywriting. Alors oui, après, il y a des structures. Il y a AIDA, tu vois. Des méthodes. Même plus, c'est attraction, intérêt. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais même moi, je n'utilise pas ces trucs-là parce que c'est très théorique, finalement. D'abord, tu captes l'attention. Ensuite, tu suscites l'intérêt. Ensuite, tu appuies sur les désirs. Et ensuite, tu appelles à l'action. C'est un peu ça le truc. Mais on peut obéir à tout un tas de templates, de modèles et tout, mais ça ne fera pas naturel. L'idée, c'est aussi que l'écriture, que ce soit un message LinkedIn ou par email, soit naturel. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si tu as vu, mais sur ma newsletter, j'écris comme je parle. C'est-à-dire que, et même là, on parle entre nous, on ne va pas commencer à parler, tu vois, il s'agit de parler dans le même langage que ses prospects, que sa cible, et c'est comme ça que ça marche, et pas de façon robotique. Il faut que ça soit naturel. Moi, je crois beaucoup au côté naturel, et c'est pour ça que, comme ça, c'est clivant, mais soit les personnes aiment la façon dont on écrit, dont on parle, soit elles n'aiment pas, mais au moins on a des gens intéressés quand ils sont très intéressés quand ils sont intéressés. Ouais, ça peut être un autre conseil, ne pas hésiter à être clivant, parce que finalement, si vous faites comme tout le monde, votre prospect lira à peine votre message,
vous oubliera dans la minute. Alors que si vous êtes clivant, bah, peut-être que vous allez recevoir des réponses un peu cinglantes. Ouais, on se fait insulter des fois, hein. Ouais. Ça arrive, mais c'est pas grave. Mais c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que vous allez aussi, à l'opposé, recevoir des messages très dithyrambiques. Ouais, bien sûr. Et donc, il ne faut pas hésiter à être clivant parfois, être un peu le poil à gratter sur, par exemple, le marché sur lequel vous êtes. C'est comme ça que vous allez avoir des interactions, Ouais. identifier d'autres problèmes. Et qu'on va attirer les personnes vraiment à fond sur le sujet aussi, parce que quand tu es clivant, voilà, certains vont détester ton message, etc. Par contre, ceux qui vont être pour, ça va vraiment être de très très bons prospects pour toi, ultra qualifiés et tout. Donc il y a intérêt à être clivant, et je pense que après, encore une fois, c'est pas possible dans tous les domaines, mais c'est pour ça que c'est génial, notamment pour les startups, elles peuvent s'amuser là-dessus, elles peuvent y aller à fond. Mais être clivant, c'est important parce qu'on est là pour sortir du bruit ambiant, pour se faire remarquer. Alors, moi, je pourrais t'en parler, mais on peut en parler des heures, mais quand tu regardes les statistiques, notamment des vidéos sur YouTube, tu vois très bien, quand tu places tel mot dans le titre et tout, ça fait des vues énormes par rapport à d'habitude, parce que justement, tu es rentré un peu dans l'art. Il faut comprendre, faut intégrer que c'est l'époque. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut raconter n'importe quoi. C'est pas parce qu'on fait un objet d'email rigolo ou un titre, peu importe, une accroche marrante sur les réseaux sociaux qu'il faut faire les clowns et tout. Il s'agit d'attirer l'attention, de capter l'attention, mais ensuite pas de se rattraper, mais il faut que ça soit logique derrière et que ce soit une vraie progression qui mène derrière tout doucement à la vente. Mais voilà. Ouais. On commence à voir apparaître des mails avec des photos, voire des vidéos un peu personnalisées avec le logo, par exemple, de notre boîte, etc. Donc, il y a des logiciels qui font ça. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Ouais, alors carrément, si tu fais bien d'en parler, il y a notamment un logiciel qui s'appelle BombBomb, B-O-M-B, pour la prospection. Moi, je pensais à Lemlist. Lemlist aussi, ouais, effectivement. Oui, c'est vrai, ils font ça aussi, c'est vrai. Tu as BombBomb, Lemlist, tu as Hippo Vidéo, il me semble. Enfin, il y en a tout un tas qui permettent d'envoyer des vidéos par email. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée, surtout si elles sont ultra personnalisées. Enfin, après, tu peux vite tomber dans le gadget. Le gadget, et puis la personne en face peut très bien voir si c'est directement adressé à elle ou si c'est un envoi massif. Mais je pense que ça va dans le prolongement de ce qu'on disait dans cette époque c'est du relationnel. Enfin, il faut faire du relationnel, il ne faut pas chercher à vendre tout de suite. Et si la personne te voit en vidéo en train de parler, de mentionner même son prénom et tout, c'est quand même. Alors, ça peut être intrusif pour certains, mais en tout cas, on sort du lot clairement. Là, c'est l'autre. C'est pas du copywriting pur, mais en termes de persuasion, je pense que ça peut. Je l'ai jamais. Enfin, je l'ai fait quelques fois, mais pas à une assez grande échelle pour en tirer des conclusions. Mais je suis persuadé que ça a l'avenir. Ouais. Moi, j'ai reçu des mails de prospection comme ça. Et du coup, bien sûr, j'ai vu très vite que c'était des mails automatisés. Bon, ok, il y avait mon logo dans la vidéo. Donc, j'ai eu plusieurs avis là-dessus. Je me suis dit au début, c'est cool. Ensuite, je me suis dit, en fait, c'est plutôt gadget. Et on comprend très vite que, bon, c'est vraiment un gadget sympa, mais voilà. Et après, je me suis dit, mais en même temps, les deux boîtes qui m'ont prospecté comme ça, je me souviens d'elles. Ouais, c'est ça. Tu vois, je me souviens quasiment de leur nom de boîte. Ouais, c'est au moins ça. Je me souviens de la photo du commercial qui a son laptop avec mon logo. Donc je me dis, ça joue quand même sur la mémorisation. Après, quand toutes les boîtes vont faire ça... C'est ça. En fait, c'est tant que tout le monde ne l'utilise pas que ça marche. C'est comme sur LinkedIn, tu vois. Sur LinkedIn, moi j'ai fait un test récemment. En fait, LinkedIn, c'est un peu la folie actuellement. Ouais. Moi, j'ai commencé à prospecter sur LinkedIn il y a un petit temps. Il n'y avait pas grand monde qui le faisait. Enfin, il y en avait, bien évidemment, mais ce n'était pas non plus la ruée. Et là, tu te rends compte que tout le monde reçoit les mêmes messages de vente, etc. Du coup, j'ai fait un test récemment où j'ai commencé mes messages d'invitation par « rien à vous vendre ». Et là, j'ai eu un taux d'acceptation mais monstrueux de la part de ma cible parce qu'elle se disait « Ah ben enfin, quelqu'un qui n'a pas quelque chose à me vendre ». Alors, quand je dis « je n'ai rien à vendre », j'ai rien à vendre tout de suite. Par contre, il se peut que tu sois assez intéressé par ce que je fais pour pouvoir éventuellement payer ce que je propose par la suite. Mais en fait, c'est marrant parce qu'il y a ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une... en fait, quand les gens sont habitués à une situation, voilà, quand ils reçoivent plein de messages sur LinkedIn ou quand ils reçoivent plein d'emails, etc., à partir du moment où tu fais un tout petit peu différemment de la grande majorité des prospecteurs, bah forcément, tu sors du lot et tu as bien plus de chances
de capter l'attention. Et c'était le cas avec ces messages LinkedIn. Mais du coup, en vidéo, aujourd'hui, si tu envoies des vidéos par email, tu sors clairement du lot. Peut-être que ça sera plus le cas dans 2, 3, je sais pas, 5 ans. Mais en tout cas, tant que... C'est pour ça que je pense qu'il faut se tenir au courant, tu vois, de ça, de ces avancées, de ces différents outils, sans être obsédé par les outils, parce que les outils ne font pas tout, mais voir quels outils peuvent donner un coup de pouce et se différencier en termes de prospection pour faire partie de ceux qui font un peu différemment. Parce que si tu fais comme tout le monde, tu vas avoir les mêmes taux de réponse, quoi. Ouais, ce serait intéressant que j'aille. Lemlist, c'est des Français, donc il faudrait que j'aille les interviewer tout simplement pour voir un peu qu'est-ce qu'ils ont dans les cartons, parce qu'ils ne pourront pas rester sur la même techno tout le temps. C'est quoi leur taux d'ouverture de leurs clients, etc. etc. Ouais. C'est quoi les retours. Et je vais me le noter. Ouais, ça peut être carrément très intéressant. Ouais. Mais c'est vrai que l'email, on a tendance à se dire que ouais, c'est un peu vieillot et tout. Moi, j'ai eu pas mal c'est marrant parce que ça, c'est super important. J'ai eu pas mal de prospects qui sont venus me voir et qui m'ont dit les emails, ça marche pas, le téléphone, ça marche pas, on veut que tu nous aides sur LinkedIn. Et en réalité, quand tu te penches sur leur copywriting, c'est toujours pareil, leur positionnement, les mots qu'ils emploient pour se présenter, ils ne savent pas se présenter. Et en fait, email, LinkedIn, Facebook, peu importe le canal, si tu n'as pas ces bases-là, tu n'auras rien, tu n'arriveras pas à générer beaucoup de prospects. Donc l'email, ça marche très bien, comme LinkedIn, mais à partir du moment où on fait un peu différemment des autres, et surtout à partir du moment où on capte, encore une fois, ça je le matraque, mais à partir du moment où on capte le besoin en face, quoi. Ouais, et puis l'email, ça a l'avantage d'être un outil finalement où c'est assez simple et gratuit en général de faire des tests à une échelle assez importante. Ça permet d'itérer énormément. Moi, j'y crois beaucoup à l'email, mais c'est pareil sur le phoning. Mais comme tu dis, qu'importe l'outil, il faut savoir bien l'utiliser. C'est ça. Et sur LinkedIn, pour juste rebondir sur LinkedIn, d'ailleurs, il y a beaucoup d'outils d'automatisation qui sont utilisés. Moi, je suis le premier à les utiliser. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a rien qui dit que LinkedIn va les laisser fonctionner ad vitam aeternam. Donc, il faut faire attention aussi. C'était pour dire qu'il faut faire attention aux petites techniques, aux petites stratégies. C'est d'abord et avant tout le positionnement, le message qu'on cherche à faire passer. Ensuite, on peut utiliser des outils, mais pas se reposer entièrement là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça, moi, que je ne me présente pas comme expert en prospection LinkedIn, parce que si tu t'attaches à une plateforme ou à un seul outil et que tu mets tout ton business dessus, toute ta force de vente dessus, c'est très casse-gueule. Ouais. D'ailleurs, LinkedIn commence à booter en dehors de leur plateforme les petites applications qui permettent d'automatiser des messages. Et tant mieux en réalité. Ouais. Et du coup, ça va pousser les gens à faire de la qualité plutôt que de la quantité. Et on en revient toujours à la même chose, quoi. Identifier les pains, faire des messages assez personnalisés. Ouais, c'est ça. Prendre ce temps-là, en fait, parce que là, aujourd'hui, on est en compétition, notamment sur LinkedIn, avec des gens qui ont envie de vendre pour vendre, qui ne sont pas forcément là pour apporter de la valeur. Ils veulent vendre leur truc, comme tout le monde. Mais le jour où ces outils disparaîtront, ils prendront pas le temps d'écrire les messages à la main ou d'embaucher quelqu'un qui envoie les messages à la main. La prospection sur LinkedIn finira jamais, mais il y a un moment, il faudra les faire à la mano. Il y aura toujours, j'imagine, des outils d'automatisation. Mais aujourd'hui, on est en compétition avec ces outils très faciles d'accès, avec des gens qui ne sont pas forcément des professionnels de la vente et tout. Et le bruit est de plus en plus important, du coup. Donc moi, je me réjouis en fait de la disparition de ces outils d'automatisation. Je pense qu'il faut savoir utiliser les deux. En fait, il faut allier stratégie et automatisation, mais le problème, c'est que les gens, ils pensent automatisation, et du coup, on se retrouve avec des situations, vraiment des messages qui ressemblent à rien, quoi. Oui, parce qu'au final, l'automatisation, tu passes quand même du temps à l'automatiser. Ouais. Tu passes du temps à faire tes campagnes, etc. Et tu envoies des messages finalement peu ciblés, peu personnalisés à des milliers de personnes. Tu vas avoir très peu de taux de retour. Alors que si tu passais le même temps pour faire des mails manuels avec du storytelling, etc., finalement, tu pourrais augmenter ton taux de réponse et l'intérêt sur tes prospects. Ouais, c'est ça. Les gens deviennent aveugles. Il y a un terme en anglais qui est l'ad blindness, le fait d'être aveugle face à la pub, parce qu'il y en a trop. Moi, je parle de publicité, c'est la cécité face à la pub. C'est le fait d'être aveugle face à la pub. Et ça, c'est ça le problème, c'est que vu qu'il y a de plus en plus de gens qui font leur pub, et de manière totalement générique, impersonnelle, etc., ça devient compliqué. À partir du moment où tu personnalises, tu fais partie de ceux qui personnalisent, déjà, tu as beaucoup plus de chances de décrocher des contrats, quoi. Ouais.
Super Yann, on va arriver à la fin de l'épisode. Est-ce que tu as des outils ou des routines dans ta vie de tous les jours qui t'aident? Ouais, alors déjà, moi qui écris pas mal, pour ceux qui doivent du coup écrire des messages pour vendre, qui ont besoin de faire des ratures, etc., il y a un truc qui est tout simple qui s'appelle Ulysse, qui est en gros un outil de prise de notes, mais je trouve que ça permet de bien organiser ses notes. Au-delà de ça, alors des trucs un peu plus geek, un CRM que j'aime bien, moi, c'est Pipedrive, qui est très simple. Alors tout le monde, il y a beaucoup de gens qui utilisent HubSpot, etc., Salesforce, sans doute chez beaucoup de commerciaux. Voilà, moi je trouve que ça fait le job, en tout cas pour les entrepreneurs que j'aide. Après, pour la veille, notamment dans tout ce qui est B2B, prospection et tout, il y a un outil qui est pratique qui s'appelle Feedly, qui te permet d'organiser tes contenus assez simplement par thématique. En fait, moi, tous les matins, c'est ce que je regarde aussi, notamment pour la création de contenu, pour m'inspirer. J'ai différentes thématiques, B2B, marketing, digital, etc. Et ça permet, voilà, c'est très pratique. Après, il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais voilà, en tout cas, après, finalement, en emailing, on a parlé de Lemlist aussi, que je connaissais, qui est très bien. Tu as Woodpecker par email, qui est vachement bien aussi. J'ai testé un peu, ouais, effectivement. Ouais, moi, j'aime beaucoup Woodpecker. Après, t'en as tout un tas d'autres. T'as AnyLeads aussi, qui est français aussi, qui permet de faire tout un tas de scénarios, tu vois, de tunnels en fait de vente. Tu commences, ils t'aident à trouver les emails, etc. Après, tu as les fameux hunters pour trouver les emails des prospects. J'imagine que beaucoup de gens les connaissent déjà, mais finalement, il n'y a pas besoin de. C'est ça qui est génial, il n'y a pas besoin de tant d'outils que ça. Un CRM, un petit outil d'automatisation tant qu'il est assez propre et tes mains pour écrire, et puis c'est parti, quoi. Ouais. Bah, le problème des outils, c'est qu'on peut vite tomber dans la procrastination. On en a parlé un peu en off, où tu cherches toujours le meilleur outil, et puis finalement, au bout de 2 mois, tu as les meilleurs outils, mais tu n'as pas avancé. Il faut savoir les combiner, en fait, ces outils-là. Moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant c'est quoi le meilleur outil pour ceci, cela. Une fois que tu les as, faut apprendre à les utiliser avec la bonne stratégie et tout. Et moi, mon job, c'est finalement de passer mon temps à trouver des outils. C'est pour ça que j'ai honte de ne t'en donner que 5, ou 4, je sais plus. Mais ça fait pas tout, quoi. Ça fait pas tout. Moi, quand je fais des vidéos sur YouTube, je sais que ça intéresse beaucoup de gens et tout. C'est souvent, même quand j'en parle par email, c'est ce qui intéresse le plus les gens, mais c'est vraiment pas ce qui fait tout. Donc il faut avoir de bonnes armes commerciales, et ensuite il faut partir au combat, quoi. Oui, on n'a pas parlé de YouTube puisqu'on était sur l'écrit du coup tu publies 2 vidéos par semaine, c'est ça? Ouais, j'en ai publié 4 pendant 3 ans, je crois, depuis novembre 2016. Et il y a un moment, je me suis dit, c'est un peu fatigant quand même. Donc je me suis limité à 2 par semaine. Voilà. Et donc YouTube, c'est un de tes canaux d'acquisition? Ouais, mais que je ne recommanderais pas forcément à tout le monde. Moi, c'est un cas un peu particulier où je m'adresse à des indépendants, à des freelances, des consultants. Pour du pur B2B, pour moi, c'est compliqué. Je ne recommanderais pas ça parce que à des SaaS, par exemple, comme toi. Mais après, peut-être que ça peut marcher. Moi, je ne crois pas avoir vu peut-être des SaaS américaines ou des startups américaines dans certains cas, mais ça demande énormément d'efforts. Et il faut donner, en fait, aussi, c'est aussi ça le truc, c'est que le public sur YouTube n'est pas forcément un public de spécialistes. Tu vois, moi, je me rends compte que plus mes vidéos sont généralistes, plus elles plaisent, ce qui n'est pas forcément ce dont j'ai envie. Puis voilà, moi, j'aime bien creuser un peu le sujet si possible. C'est pour ça que c'est un plaisir de parler avec toi. Mais du coup, YouTube en B2B, c'est pas forcément ce que je recommanderais. Si tu fais un espèce de mix B2B, B2C comme moi, où tu parlais des indépendants, des consultants et tout, pourquoi pas. Mais après, voilà, autant se concentrer sur LinkedIn et les emails, c'est très bien. Ouais, c'est vrai qu'on dit il faut publier du contenu. Aujourd'hui, on a plein de plateformes de réseaux sociaux, etc. Il faut essayer quand même, je pense, pareil, dans un souci de spécialisation, trouver sa plateforme phare. Ça n'empêche que vous pouvez publier du contenu sur les autres plateformes, mais essayer de se concentrer sur une plateforme. Donc moi, par exemple, j'aime bien LinkedIn et le podcast, mais j'ai essayé un peu des vidéos YouTube, mais effectivement, c'est très chronophage. Tu as énormément de concurrents sur YouTube. Enfin bon, voilà. Après, si vous préférez Twitter, moi je sais que Twitter, j'ai un peu du mal, j'y arrive pas. Instagram, pareil, pour du B2B, bon, c'est ça, vois pas. Mais il faut un peu choisir son créneau, son arme, entre guillemets. Il faut trouver le channel market fit, si on parle comme des marketeurs encore. C'est ça. On va employer encore du jargon, mais il faut trouver le canal qui fit bien, qui est adapté à sa cible, sur lequel en fait se trouve sa cible. Moi, dans la méthodologie que j'ai, qui s'appelle JET, pour justesse, échange, territoire. Territoire, c'est pas pour rien, c'est qu'il faut aller échanger
diffuser un message pertinent, juste, avec sa cible, et du coup, sur le bon territoire. Si tu peux trouver... c'est-à-dire que, par exemple, dans le B2B traditionnel, tu as des dirigeants qui ne sont pas sur LinkedIn. Par contre, tu peux les avoir par email. Tu as des gens qui vont jamais jamais regarder leur email, qui sont plutôt sur LinkedIn et inversement. En fait, il faut vraiment trouver son canal de prédilection et cadrer le bon territoire. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Mais il ne faut pas se disperser et oui, aller parler dans le désert, quoi, c'est sûr. Ouais. Je connaissais le product market fit, mais je ne connaissais pas le channel market fit. Je ne l'ai pas inventé, il ne me semble pas en tout cas. D'accord. Super. Yann, dernière question. Si on veut te joindre, comment on fait? Comment on te trouve? Alors, c'est simple. Ouais, moi, j'ai un site internet qui s'appelle c'est Yann Lenen, YANNLENEN, yanlenen.com. Et puis, dessus, tu as tout un tas d'endroits pour recevoir ma formation gratuite continue et donc mes emails tous les matins à 9h dans lesquels je donne tout un tas de conseils pour trouver plus de clients et facturer ces services à prix d'or. Voilà un peu. Super, et donc aussi sur YouTube. Aussi sur YouTube, sur LinkedIn, un peu partout finalement. Ouais. Le NEN, c'est LE espace NEN, je le dis parce que souvent on se trompe. D'accord. Écoute, merci beaucoup pour cet épisode et puis on te retrouve sur le web. Alors. Avec grand plaisir. À très vite. À très vite. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!